Vous écoutez France Culture. Merci Arnaud Laporte et à demain si tout va bien. En attendant, il est 13h30, l'heure des pieds sur terre. Aujourd'hui, Mylène, tout juste sortie de l'église de Scientologie. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Bougez pas, attention, attention. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund. Ne vous affolez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement. Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour. J'avais l'impression que je faisais quelque chose que je ne pourrais jamais faire dans la vie civile, puisque un jour, je serais, moi, à l'origine de cette planète merveilleuse où tout le monde s'aimerait, quoi. Et où il n'y aurait plus de guerre, et où il n'y aurait plus de crimes, et on serait tous scientologues, et on serait tous heureux, et on serait tous... Et moi, je mettais mon éternité en jeu, puisque j'avais signé un contrat d'1 milliard d'années. Donc je ne pouvais pas trahir non plus. Donc il fallait que je prenne sur moi, quoi. Il fallait que je sois forte. Paris, Londres, Johannesburg, la Floride, New Haven, y a-t-il encore des recoins du monde où l'on ignore tout à fait les bienfaits de l'église de Scientologie? Y a-t-il encore des êtres humains qui n'ont pas été approchés par un révérend, appelant toutes les personnes de bonne volonté à participer à la création d'un monde meilleur? Même si les chiffres sont à prendre avec des tenailles, puisqu'ils émanent d'un communiqué de l'église de Scientologie, en 2006, 1500 nouveaux centres auraient ouvert dans le monde, parmi lesquels 2 grandes églises à Londres et à Berlin. La Scientologie compterait en tout plus de 7500 centres, missions et églises, les plus récents étant l'Afghanistan, le Niger et Bahreïn, ce qui est tout de même cocasse. Dans le monde, ce serait entre 7 et 10 millions de membres répartis dans 164 pays, le nombre d'adeptes américains restant débattu et passant de 3,5 millions selon la Scientologie à 55 000 actifs, si l'on en croit une étude de l'université de Cluny citée par le quotidien Libération. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le problème, la Scientologie peut faire quelque chose, comme ne cesse de le rappeler son message diffusé dans le monde entier. Et la Scientologie intervient d'ailleurs au moment des catastrophes naturelles aussi bien que spirituelles, après le cyclone Katrina ou lors d'une vaste campagne anti-drogue, avec un slogan tout aussi direct qui dit oui à la vie et non à la drogue. Reste à savoir si ce quelque chose est quelque chose de bien, mais c'est une autre question à laquelle l'histoire de Mylène et de ses enfants aux 4 coins du monde tente de donner une réponse complexe. Mylène donc jusqu'à 14h dans les pieds sur terre, dont je précise que les enfants étaient majeurs lorsqu'ils ont choisi de rester dans l'église de Scientologie. Mon premier contact avec la Scientologie a été en 1977. J'avais des problèmes de couple, communication. Et nous avions un ami commun qui était scientologue. Il était auditeur, c'est-à-dire qu'il faisait des séances de pseudo-psychologie, si vous voulez. Et il a bien vu que ça n'allait pas très bien dans notre couple. Alors, comme il nous connaissait bien et qu'il nous aimait bien, il a voulu nous aider. Et il m'a demandé si je voulais un procédé de scientologie. Et j'ai dit d'accord. Donc il m'a emmené dans une pièce un soir et il y avait un électromètre. Un électromètre, c'est une espèce de machine. Ça ressemble un petit peu à un détecteur de mensonges, ce genre de choses. Et il faut prendre les électrodes dans les mains et puis il y a apparemment un courant qui passe et quand on pense des choses, il y a l'aiguille sur la machine qui réagit. Donc il m'a donné une séance d'audition. Et après, ça allait vraiment mieux, quoi. Je me sentais vraiment bien parce que j'avais parlé de mes problèmes. Et le lendemain, mon mari m'a appelé pour me dire, tu sais, malgré tout ce qui se passe en ce moment dans notre couple, moi, j'ai jamais cessé de t'aimer et je t'aime et voilà. Donc, c'était pour moi la preuve qu'il y avait quelque chose dans ce procédé de scientologie. Ça se passait à Durban, en Afrique du Sud. Et quand je suis rentrée chez moi à Johannesburg, je suis allée à l'organisation de Scientologie
Et j'ai acheté un cours de communication. Et j'ai commencé ce cours de communication et c'était bien. J'ai appris des choses, je communiquais mieux, j'écoutais mieux les gens, j'étais plus présente. C'était bien, quoi. Et puis la vie a fait que j'ai eu mon deuxième enfant. Après, je me suis un petit peu éloignée du truc pendant une année à peu près. Cependant, mon mariage n'allait pas mieux, donc je suis retournée en me disant, tiens, ils m'ont aidé une fois, ils vont peut-être m'aider une seconde fois. Mais pour mon mariage, c'était trop tard. Mais pour moi, en tant que personne, ça m'a remonté un peu le moral. J'étais toute seule avec mes 2 bébés, donc j'étais un petit peu isolée, puis j'étais triste. Donc là, je retrouvais des gens qui étaient gentils, qui me donnaient de l'attention, qui m'écoutaient, puis je faisais les cours. J'avais trouvé comme de nouveaux amis, quoi. C'était bien. Et puis un jour, je suis tombée sur une fille qui m'a dit, tu sais, si tu veux faire partie de l'élite, il faut que tu viennes avec nous. Parce que tu sais, nous, notre but, c'est de clarifier la planète. Alors ça veut dire faire une planète où tout le monde est heureux, où il n'y a pas de guerre, tout le monde est tolérant, où il n'y a pas de criminalité. Et c'était pour moi un tel grand but. Je me suis dit, ça c'est merveilleux de faire partie de ce groupe-là. Et je me suis retrouvée à vivre dans la Sea Org. Alors Sea Org, c'est le mot anglais qui veut dire Organisation de la mer. C'est un petit peu le groupe d'élite de la scientologie où les gens, ils ont dévoué leur vie entière à la scientologie. Donc ils signent un contrat d'1 milliard d'années parce qu'ils croient qu'on vit des tas de vies. Donc j'ai signé moi-même ce contrat d'1 milliard d'années. Un jour, cette jeune fille qui m'avait accostée au début, elle me dit, tu sais, on a besoin que quelqu'un aille faire de l'entraînement aux États-Unis parce qu'il nous faut quelqu'un qui soit superviseur de cours. Et cette jeune fille me dit, voilà, on voudrait que ce soit toi. Donc moi je dis, oui, pourquoi pas, je vais y aller. Donc je suis partie avec mes 2 enfants, j'ai passé 9 mois, je pense, en Floride. Et je suis revenue en Afrique du Sud et j'ai pris le poste de superviseur. Tous les 2 semaines, on avait 1 jour de libre, mais seulement si on avait de bons résultats sur le poste qu'on occupait. Donc, j'avais décidé d'aller passer la journée dans les montagnes près de Johannesburg. Je prends mes enfants et puis on part. Mais malheureusement, vers 11h du matin, j'ai eu un accident de voiture. Il y a une BMW qui m'est rentrée dedans et je me suis retrouvée à l'hôpital, dans le coma. Mes 2 enfants, heureusement, n'ont rien eu. J'avais 2 jambes cassées et le bassin fracturé. Après, j'ai passé 2 mois dans un fauteuil roulant à la sortie. Et puis 6 mois avec des béquilles. Donc il m'a fallu pratiquement 1 an pour me remettre. Mais j'étais toujours dans l'organisation de la mer, bien sûr. Et là, évidemment, il a fallu que je confronte le fait que c'était pas bien d'avoir eu un accident de voiture. Alors pour moi c'était normal parce que j'étais plus sur mon poste, je leur coûtais de l'argent, j'étais à moitié invalide, donc c'était pas bien de ma part, j'étais le mauvais membre du groupe, donc je suis allée en éthique. Alors l'éthique c'était la section qui s'occupait de la morale du groupe. Donc il y avait des codes très particuliers, tout écrit par Ron Hubbard. Ron Hubbard c'est le fondateur de la scientologie. Oui, c'est ça. Donc là il faut écrire ses péchés. Et là, il a fallu que j'écrive toutes les choses que j'avais pas fait que j'aurais dû faire ou que j'avais fait que j'aurais pas dû faire. Et généralement, quand on avait été aussi méchant que moi, il fallait aller après faire du travail physique. Alors il y avait toujours des montagnes de classement qui n'étaient pas faites parce que personne n'avait le temps de le faire. Alors moi, j'ai fait du classement. Et puis, je me suis quand même dit, je commence à avoir des doutes sur ce groupe-là. Et j'ai demandé à quitter. Et le lendemain, à 8h du soir, l'officier d'éthique est arrivé et il m'a dit, voilà, tu sors, donne-moi la clé. Et moi, pendant ce temps-là, il a fallu que je trouve un endroit où aller avec mes enfants. Donc j'ai loué une caravane. Et le loueur a amené la caravane dans un parc, qui était très bien. Il y avait des terrains de tennis, une piscine, enfin, c'était vraiment chouette. On avait là l'impression d'être en vacances, hein. Formidable. Mais j'avais encore des amis qui étaient scientologues et puis qui me disaient, tu sais Mylène, il faut que tu reviennes, tu peux au moins
suivre des cours et avoir de l'audition. Et puis en définitive, je me suis laissée convaincre. Il a fallu 2 ans quand même. En 84, je me suis remise dans l'église de Cianto, mais cette fois-ci comme public. Donc j'allais le soir étudier. Donc là j'étais contente, je faisais ce cours, ça m'intéressait beaucoup. Et puis je suis allée en Angleterre en 88. Et là, en Angleterre, je suis allée rendre visite à l'organisation de Saint-Hill. C'est le quartier général en Angleterre. C'était une très très belle propriété. Les gens avaient des beaux uniformes. Ils étaient tous très sympathiques, très souriants. Je me suis fait complètement piéger parce qu'ils m'ont dit on va t'envoyer en Floride parce qu'on a besoin de former des gens comme auditeurs. Alors bien sûr, je ne pouvais pas dire non. Parce que je voulais être auditeur depuis. C'était un but que j'avais eu quand j'avais signé mon contrat à l'origine. Voilà, donc je suis partie. J'ai payé mon billet d'avion parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour me payer. Déjà, ça commençait mal parce qu'ils m'avaient promis qu'ils me paieraient le billet d'avion pour moi et les enfants. Ils ne l'ont pas fait, mais enfin, de nouveau, je leur trouvais toujours des excuses. Hein. Je suis partie immédiatement aux États-Unis. Et là, j'ai commencé mes cours d'entraînement pour devenir un auditeur. Alors là, c'était dur hein, parce que on commençait à travailler à 8h30. On étudiait toute la matinée jusqu'à midi. On avait une demi-heure pour déjeuner, midi et demi. On revenait, il y avait l'appel, il y avait toujours l'appel, hein, mais ils vérifiaient toujours que tout le monde était là. Et puis on étudiait jusqu'au repas du soir. Et ceux qui avaient des enfants, alors moi j'avais amené mes enfants avec moi, on avait 1 heure qui s'appelait l'heure des parents. Donc en fait on avait 45 minutes pour manger et après on avait 1 heure pour voir nos enfants. Nos enfants, ils étaient dans ce qui s'appelait l'organisation des cadets. Emmanuel avait 11 ans et Sébastien 10 ans, donc ils allaient à l'école publique. Et puis quand ils rentraient de l'école, ils étaient supposés faire leurs devoirs par exemple, ça s'était pas fait. Ils les faisaient travailler au lieu de faire leurs devoirs, ils les faisaient faire du classement par exemple. J'étais pas tout à fait au courant que ça se passait ça. Hein. On n'était pas ensemble, hein. Ils dormaient dans des dortoirs et moi j'étais avec les étudiants, donc on était séparés. Hein. Nous on étudiait jusqu'à 10h30. Et puis après à 10h30, on allait dans les bus et on rentrait chez nous. Voilà, donc j'ai suivi ce régime-là pendant plus d'1 an. Et après, je suis rentrée et j'étais auditeur. Là, j'étais contente. Je suis rentrée avec mes enfants, donc. J'étais arrivée en Angleterre, c'était l'hiver. On nous a mis dans une grande pièce, mais enfin, elle devait faire, je sais pas moi, 15 mètres carrés. Hein. Alors, il y avait 3 lits en fer, une armoire brinque-ballante, et c'était tout. Et les enfants habitaient là. Les enfants passaient toute leur journée dans cette maison. Et nous, on allait travailler au manoir. Donc il y avait un système de cars qui nous emmenait le matin et qui nous ramenait le soir. Mais le soir, comme moi je rentrais à minuit, et mes enfants ils étaient au lit. Hein. Je me sentais coupable parce que j'avais l'impression que je négligeais mes enfants. J'avais pas le temps.